Alors, nous voilà donc dans ce dernier chapitre de la première partie de cette formation et nous allons du coup voir la différence, enfin, les différences entre les statuts juridiques, découvrir un petit peu les différents statuts juridiques. Comme je vous l'ai expliqué en début de formation, on est axé sur la micro-entreprise euh, pour ce programme, mais effectivement, il est intéressant de comprendre un petit peu ce que sont les autres statuts juridiques, les régimes d'imposition, et puis pouvoir s'orienter après par la suite, hein, quand vous allez sortir, hein, si vous allez sortir du statut de la micro-entreprise, ou bien si vous vous rendez compte dès à présent que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors, donc, le cours se trouve dans le support de cours. C'est la fiche différence entre les statuts juridiques. Je descends directement, hein, au niveau du tableau. Je veux directement aller, voilà, sur la page 3. On va commencer avec l'EI, donc l'entreprise individuelle. Alors, on a d'un côté les entreprises et de l'autre côté les sociétés. D'accord? Donc là, on commence avec les entreprises. Donc l'entreprise individuelle donc vous permet d'exercer votre activité sans passer par la création d'une personne morale. Donc, ça sera vraiment vous, la personne physique. Vous pouvez utiliser cette forme sociale si vous souhaitez être artisan, commerçant, industriel ou exercer une profession libérale. Je rappelle que l'auto-entreprise est une entreprise individuelle avec un régime d'imposition simplifié. Le nombre d'associés, bon, vous serez seul associé dans l'entreprise individuelle, c'est le cas de la micro-entreprise. Le montant des apports, donc l'entreprise individuelle ne nécessite pas d'apport car il n'existe pas de notion de capital social pour cette entreprise. En tant qu'entrepreneur individuel, votre patrimoine professionnel est confondu avec votre patrimoine personnel. Cela veut dire que vous êtes responsable des dettes de l'entreprise sur l'ensemble de vos biens. Donc, en termes d'imposition, vous serez imposé à l'IR, l'impôt sur le revenu, puisque c'est une entreprise et non une société. Et le régime social, donc en tant qu'entrepreneur individuel, vous êtes soumis au régime des travailleurs indépendants non salariés. Ensuite, on a l'EIRL, donc c'est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça vous permet de séparer votre patrimoine professionnel de votre patrimoine personnel, hein. Donc, vous pouvez créer une EIRL si vous souhaitez exercer des activités d'artisan, commerçant, industriel ou profession libérale. Le nombre d'associés, toujours la même chose. Vous êtes seul puisque ça reste une entreprise individuelle. Il n'y a pas de notion de capital social et l'EIRL vous permet de créer un patrimoine affecté à votre activité professionnelle différent de votre patrimoine personnel. Donc, votre responsabilité est limitée à votre patrimoine professionnel. Les créanciers pourront réclamer leurs créances uniquement sur ce patrimoine. Donc, ça vous protège, hein, sur vos biens personnels. L'imposition des bénéfices, ça sera à l'IR, mais vous pourrez opter pour l'impôt sur les sociétés lors de la création de l'entreprise et cette option est révocable. En tant qu'entrepreneur individuel, encore une fois, vous êtes soumis au régime des travailleurs indépendants non salariés. Ensuite, on a l'EURL. Alors, on peut utiliser cette forme sociale, donc c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes artisan, commerçant, industriel et exercer une profession libérale ou encore une activité de pharmacien. Le nombre d'associés, donc il y a un seul associé, personne physique ou morale. Le capital social est de minimum 1 euro. Alors, on est obligé de mettre un capital social. Et 20% des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution de la société, l'argent devant être versé dans les 5 ans. Alors, pour la responsabilité, elle est limitée au montant de ces apports, sauf si vous avez commis des fautes de gestion ou que vous avez accordé des cautions à titre personnel, hein. Là, vos biens personnels seront engagés.
Au niveau de l'impôt, pardon, sur les bénéfices, bah, vous êtes en tant qu'associé unique imposé directement au titre de l'impôt sur le revenu et l'URL peut cependant opter bah, pour l'impôt sur les sociétés comme le IRL. Le régime social est différent selon les fonctions. En tant qu'associé, vous êtes soumis au régime des travailleurs indépendants, non salariés. Si vous êtes gérant associé unique, là, vous serez soumis au régime des travailleurs indépendants non salariés, toujours. Mais attention, si vous êtes gérant tiers, non associé, votre statut est celui d'assimilé salarié. En tant que dirigeant, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, soit dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels commerciaux, ou BNC, bénéfices non commerciaux, soit dans celle des traitements et des salaires. On refera un point sur le régime fiscal BIC, BNC, etc. Dans les chapitres suivants de cette formation. Donc là, vous voyez, si vous êtes gérant associé de l'EURL soumis à l'IR, vous pouvez choisir le régime fiscal de la micro-entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler les deux. Alors ensuite, on a les SNC. Bon, là, ça va être dans le cas où vous êtes artisan, commerçant, industriel et exercez une profession libérale ou exercez une activité de pharmacien. Il y aura 2 associés minimum, personnes physiques ou morales. Le montant du capital social sera fixé librement par les associés, dans le cas de cette société. Les associés ont la qualité de commerçants et sont responsables solidairement des dettes de la société. Ils sont responsables indéfiniment sur l'ensemble de leurs biens personnels. En termes d'imposition sur les bénéfices, ça sera l'imposition au niveau de la société. Il n'y aura pas d'imposition, pardon, au niveau de la société. Chaque associé est imposé de manière personnelle par rapport à la part de son bénéfice au titre de l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, c'est vraiment chaque associé qui payera par rapport à son bénéfice. Et la société peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, du coup, là, il y aura, ça sera pour les 2 associés. Enfin, ça sera la société qui paiera l'impôt. Le régime social, donc, les associés sont soumis au régime des travailleurs indépendants non salariés, encore une fois. En SCA, on utilise donc cette forme sociale dans le cas toujours des artisans, commerçants industriels ou exerçant une profession libérale. Le nombre d'associés, là, est minimum de 4, donc 1 commodité et 3 commoditaires. Donc là, c'est déjà en petit groupe. Le montant des apports, ça va être le minimum de 37 000 euros ou 225 000 euros en cas d'offre au public de titre. À la création de la SCA, donc 50% au moins des apports en numéraire doit être versé le jour de la constitution de l'entreprise. Le reste sera versé dans les 5 ans suivants. Les commodités sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société et les commanditaires, eux, sont responsables dans la limite de leur apport. Ça sera une imposition à l'IS, impôt sur les sociétés. Le dirigeant est soumis au statut d'assimilé salarié ou de travailleur indépendant. Le gérant est associé d'une SCA. S'il est associé d'une SCA, donc il est considéré comme un travailleur indépendant. Et si le gérant est non associé, il est lié à la SCA par un contrat de travail et donc il est assimilé salarié. Le commanditaire n'est pas rémunéré et donc lui, il n'est affilié à aucun régime social. Donc, le gérant commandité ou tiers de la société en commandite par action est imposé à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des traitements et salaires, tout simplement. Donc là, c'est une forme que, en fonction de votre situation, mais en général, en sortant d'une micro-entreprise, on ne passe pas directement à ce type de société. Ensuite, on a donc les SA qu'on entend beaucoup. Donc la SA, hein, elle peut être dirigée par un conseil d'administration avec un président directeur général qu'on appelle le PDG ou par un conseil de surveillance avec un directoire.
Vous pouvez utiliser cette forme sociale si vous souhaitez être artisan, commerçant industriel ou exercer une profession libérale. Le nombre d'associés minimum est de 2. Donc, 2 associés dans les sociétés non cotées en bourse. Et si vous êtes coté en bourse, il faudra minimum 7 associés. Le montant des apports, donc, il doit s'élever lors de la création de la société à 37 000 euros minimum. 50% des apports en espèces doivent être versés au moment de la constitution de l'entreprise et l'argent devant être versé dans les 5 ans, encore une fois. Donc les 50% restants. La responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés. On peut opter pour l'IR comme en SASU, hein, donc on peut opter pour l'IR lorsque la société a été créée il y a moins de 5 ans. Et on peut bénéficier de cet impôt sur le revenu uniquement pendant les 5 premières années. Donc, si à partir de la 3e année, vous décidez d'opter pour l'IR, eh ben, vous pourrez bénéficier de 2 ans à l'IR. À partir de la 5e année, après la date d'ouverture de la société, vous repassez à l'IS. Donc, à titre, excusez-moi, hop, je redescends un peu. Voilà. Donc, pour pouvoir opter à l'IR, l'ASA doit respecter les 4 conditions suivantes. Exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sauf activité de gestion en son propre patrimoine mobilier ou immobilier, être détenu à 50% au moins par des personnes physiques et à 34% au moins par les dirigeants. Ne pas être coté sur le marché réglementé et employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros. Au niveau du régime social, le président, lui, est assimilé salarié. Les autres membres du conseil d'administration, donc les associés, ne sont pas rémunérés pour leur fonction de dirigeant et ne révèlent par conséquent d'aucun régime social. Pour ce qu'il en est du régime fiscal, le président du conseil d'administration est soumis au statut des traitements et des salaires, sauf si la société a opté pour l'impôt sur le revenu. Alors, on a ensuite la SARL. J'ai envie de passer à la SASU avant la SARL. On était sur la SA. Est-ce qu'ils nous ont mis la SASU? SAS. Bon, on en parlera après. Donc, la SARL, hop. Vous pouvez utiliser cette forme sociale si vous êtes artisan, commerçant, industriel et exercez une profession libérale. 2 associés minimum et 100 maximum pour ce type de société, que ce soit des personnes physiques ou morales. Le montant du capital, lui, est fixé à un minimum de 1 euro et 20% du montant des apports en espèces doit être versé obligatoirement au moment de la constitution et il nous reste 5 ans pour verser le reste du capital. La responsabilité des associés, elle, sera limitée au montant de leur apport, sauf s'ils ont commis des fautes de gestion ou accordé des cautions à titre personnel. En termes d'imposition, donc les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés, à l'IS. Il est toutefois possible d'opter pour l'impôt sur le revenu dans le cas des SARL de famille. Et une option pour l'IR est également possible sous certaines conditions pour les SARL créés il y a moins de 5 ans. On retrouve toujours cette condition des 5 ans. Pour opter à l'IR, voilà. Donc, on retrouve les mêmes conditions pour les SA, hein. Je ne vais pas tout relire, hein, pour l'opter à l'IR. Hein, la SARL doit respecter les 4 conditions suivantes et ce sont exactement les mêmes conditions que pour la SA. Donc, en régime social, si la SARL est soumise à l'IS, le gérant minoritaire ou égalitaire est assimilé salarié. Si la SARL est soumise à l'IS, le gérant majoritaire est travailleur indépendant non salarié et les associés sont soumis au régime des salariés. Ils sont sous un contrat de travail, donc forcément en régime salarié.
Et pour le régime fiscal, hein, le dirigeant est soumis au traitement et salaire, sauf option à l'IR. Alors, il nous reste les SAS et les SASU. Donc, pour la forme de la société par action simplifiée, toujours pareil, on peut être artisan, commerçant, industriel ou profession libérale pour souscrire à cette forme de société. Il y aura un associé minimum en SAS et pas de maximum, personne physique ou personne morale. Donc, pour faire cette société, vous êtes minimum deux. C'est pour ça qu'après, il y a eu la SASU qui a été créée, où du coup, vous pouvez être seul. Le capital est librement fixé par les actionnaires et encore une fois, 50% des apports en espèces doivent être versés à la Constitution et puis il reste 5 ans pour verser le reste du capital. L'étendue de la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Pour l'imposition sur les bénéfices, c'est soumis à l'impôt sur les sociétés. Il y a une option possible à l'IR si la société, encore une fois, est créée dans les moins de 5 ans. Et on va retrouver nos 4 conditions pour pouvoir opter à l'IR. Encore une fois, ce sont les 4 conditions qu'on retrouve en SARL et en SA. Le régime social de cette société est soumis à l'impôt sur les sociétés. Le régime social est le régime des salariés. Ils sont sous contrat de travail. Le président est assimilé salarié. Et pour le régime fiscal, le président est soumis au traitement et salaire, sauf option, encore une fois, à l'IR. Hein, on retrouve beaucoup de similitudes entre toutes les sociétés, tout de même. Et là, on a la SASU. Donc, la SASU, elle, ça va être utilisée si vous êtes toujours artisan, commerçant industriel ou profession libérale, mais du coup, une personne physique ou morale. Donc, vous pouvez ouvrir une SASU tout seul. Hein. C'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Aucun minimum n'est imposé. Hein, les apports en argent sont versés d'au moins la moitié de leur montant lors de la constitution de la société. La responsabilité de l'entreprise est limitée au montant de ses apports, sauf exception, par exemple une faute de gestion. Les bénéfices sont imposés à l'impôt sur les sociétés ou sur option au régime des sociétés de personnes pendant les 5 premières années, les 5 premiers exercices. En termes de régime social, les dirigeants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, qu'ils soient associés ou non. En l'absence de rémunération, il n'y a aucune affiliation. Et le président est soumis au régime et traitement des salaires, sauf si la société opte pour l'IR. Voilà. Donc, dans cette partie-là, on n'engage pas le sujet de la micro-entreprise, quoique on a engagé le sujet de l'entreprise individuelle et donc de la micro-entreprise. Hein. Je rappelle que la micro-entreprise est une entreprise individuelle. Mais on va le voir du coup on a tout un chapitre réservé à la structure de la micro-entreprise dans la prochaine partie de cette formation. Dans la prochaine étape, vous allez découvrir la micro-entreprise avec son modèle d'imposition sociale et fiscale. Vous pouvez regarder le tableau qui est donc en début de ce document et vous retrouvez tout ce qu'on vient de dire, enfin tout ce qu'on vient de dire, une partie de ce qu'on vient de dire en résumé. Hein. Donc, on voit que le I, un nombre d'associés, ben, on peut être tout seul. Le type d'activité pour lesquelles on peut travailler sous cette forme juridique, la responsabilité financière des associés et puis l'imposition sur les bénéfices. Il nous manquerait dans ce tableau l'imposition sociale et on serait, enfin, le régime d'imposition sociale et le tableau serait complet. Voilà, très bien. Donc, je vous montre autre chose. Donc, regardez tranquillement hein, ce tableau. Et je vais vous montrer donc
Cette fiche, vous l'avez dans les supports de cours, cette infographie, que je trouve vraiment très très bien faite. C'est pour ça que je l'ai repris, hein. Elle est sur le site captain.contrat. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Ça permet de savoir un petit peu où se situer, hein, quand on va sortir. Alors, sachez que en micro-entreprise, quand vous allez dépasser les seuils de les plafonds de chiffre d'affaires, si vous les déplacez, bon, je peux pas. Si vous dépassez vos plafonds de chiffre d'affaires annuel, vous allez être automatiquement passé en EI, en entreprise individuelle. Donc, c'est important de bien y faire attention parce que si vous voulez vous placer en SASU ou en autre forme juridique, il faudra faire la démarche vous-même. Sinon, vous allez être automatiquement sous l'entreprise individuelle et donc être imposé sous le régime de l'entreprise individuelle. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant si on est dans le cas où effectivement on dépasse notre plafond micro. Alors, vous voyez, donc je souhaite créer mon entreprise seule. Oui, je vais aller par ici ou non, je vais aller par là. Vous voyez, donc là, vous êtes dans le cas donc, pour faire une micro-entreprise, donc vous souhaitez créer votre entreprise seule. Oui. Après, vous posez la question, je souhaite créer seule mon entreprise. Donc oui, ça c'est le cas. Je souhaite exercer avec mon conjoint. Pensez à choisir le bon statut, conjoint associé, salarié, collaborateur. Donc si oui, hop, je souhaite me verser un salaire et bénéfices d'une protection sociale au même titre qu'un salarié. Alors ça n'a pas d'importance, hein. Je souhaite exercer avec mon conjoint. Que vous souhaitez exercer avec votre conjoint ou pas, vous allez accéder, hein, à cette partie-là. C'est juste une petite information pour vous dire, pensez à choisir le bon statut, hein, au niveau de votre conjoint. Donc, si vous souhaitez vous verser un salaire et bénéficier d'une protection sociale au même titre qu'un salarié, vous allez vous situer après dans cette case-là. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous situer dans cette case-là, hein. Je souhaite conserver une liberté dans l'établissement de mes statuts. Et ensuite, je vais essayer de descendre. Voilà. Donc oui, on veut conserver une liberté dans l'établissement des statuts. Hop, on va se positionner sur une SASU. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir se positionner sur une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, parce qu'on a décidé de ne pas se verser de salaire et de ne pas bénéficier de protection sociale. Sinon, à l'inverse, si on veut donc se verser des salaires et profiter d'une protection sociale, on va répondre à la question suivante. Je souhaite distinguer mon patrimoine professionnel et personnel et limiter ainsi ma responsabilité à hauteur de mes apports. Donc, si c'est le cas, oui, on va choisir le IRL. Si ce n'est pas le cas, on a encore une réponse à une question à se poser. Je souhaite dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires. Si oui, ça sera le I. Sinon, ça sera la micro-entreprise. Si je ne souhaite pas dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires et on verra les plafonds en micro-entreprise dans le chapitre suivant. Évidemment, la micro-entreprise est très intéressante fiscalement et surtout en termes de gestion administrative, mais elle est limitée avec un seuil de chiffre d'affaires. Mais comme vous voyez, hein, c'est exactement la même structure, hein, ça reste une entreprise individuelle. Voilà, donc vous pouvez évidemment, alors quand on parle de se verser des salaires, ça va être votre chiffre d'affaires, hein, en micro-entreprise. Et puis, vous bénéficiez d'une protection sociale puisque vous cotisez, vous allez payer des cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Voilà, donc merci pour votre attention. On se retrouve dans la prochaine partie de cette formation. Ce sera donc la deuxième grande partie de la formation et où on va détailler un peu plus le statut de la micro-entreprise, voir ce que c'est, voir ses régimes d'imposition et puis la création de ce statut et comment déclarer, payer nos charges, etc.